Chers touristes, pour votre sécurité, il est strictement interdit d'ouvrir les fenêtres du bus. Lorsque nous serons arrivés, vous ne devrez pas vous éloigner du guide ni vous disperser. Vous ne devrez toucher à rien avec vos mains et en aucun cas ramasser quelque chose. Il faudra bien regarder où vous poserez les pieds et ne pas vous approcher des bâtiments fissurés. Le 26 avril 1986, à 1h23 du matin, le réacteur numéro 4 de la centrale Lénine de Tchernobyl en Ukraine échappait à tout contrôle. 2 explosions et un incendie de 10 jours libéraient dans l'environnement des milliards de particules radioactives, contaminant de très vastes territoires dans de nombreux pays. Une zone d'exclusion d'environ 30 km de rayon autour de la centrale était créée, interdite à toute vie humaine. Le lendemain, les 135 000 habitants qui vivaient à l'intérieur de cette zone furent évacués. Ils ne revinrent jamais. Dans cette zone désormais interdite à la vie humaine, la faune et la flore sauvage furent abandonnées à leur sort. Que leur est-il arrivé depuis toutes ces années? Voici l'histoire silencieuse, lente, du monde animal et du monde végétal, soumis au feu de la radioactivité, et racontée par ceux qui l'observent et l'étudient depuis le funeste accident de 1986, les scientifiques. Tchernobyl offre des opportunités de recherche vraiment fascinantes, qui rejoignent parfaitement nos pôles d'intérêt et qui ne pourraient être menées nulle part ailleurs. Y a-t-il plus d'oiseaux? Y a-t-il plus d'espèces rares qu'avant? Tchernobyl nous offre une prodigieuse possibilité de comprendre les conséquences biologiques d'un désastre nucléaire majeur. Nous, on en est à notre 9e année de travail sur ce site. On a accumulé énormément de données et de connaissances. Par exemple, j'espère qu'on va réussir à expliquer ce qui se passe pour le plutonium. À Tchernobyl, les études scientifiques n'ont strictement rien à voir avec le travail de laboratoire où tout est sous contrôle et où l'on peut ne faire varier qu'un seul facteur. Je m'appelle Sergueï Gachak. Je suis ukrainien. Je suis né en Ukraine, dans la ville de Zaporozhia. Juste après l'accident, j'ai été réquisitionné par l'armée et j'ai dû me présenter à un bureau de recrutement. Comme beaucoup d'autres hommes, j'étais susceptible d'être envoyé nettoyer le réacteur détruit au centre de la zone. Comme 800 000 autres hommes venus de toute l'URSS et dénommé officiellement liquidateur, Sergueï fut envoyé dans la zone interdite pour littéralement liquider la radioactivité. Par chance, il ne fut pas envoyé à la mort ramasser l'uranium à la pelle.
Il faisait partie d'une division militaire chargée de nettoyer 24 heures sur 24 les véhicules qui revenaient de la centrale. Tout était recouvert de cendres et de poussière hautement radioactives. Les animaux domestiques furent abattus et enterrés. Toutes les récoltes enterrées. Les villages les plus contaminés enterrés. On enterra même la terre. Au bout de 55 jours, un officier s'approcha de Sergueï et lui annonça qu'il avait reçu 25 Röntgen, soit la dose maximale autorisée, et qu'il devait quitter la zone immédiatement. Chassé de Tchernobyl à 24 ans, Sergueï Gachak se promit de revenir dans cette zone interdite, mais cette fois pour ses propres recherches et au mépris de sa santé. Dès la fin de ses études universitaires de biologie et de zoologie, il s'installe avec sa femme Lena à Slavutich, la ville nouvelle construite en pleine forêt à 70 km à l'est de Tchernobyl pour reloger les habitants déplacés. C'est d'ici que depuis 20 ans, il part en expédition pour mener ses recherches à bord de son bus laboratoire. De tous les scientifiques, Sergueï Gachak est sans aucun doute celui qui a participé au plus grand nombre d'études à l'intérieur de la zone interdite. Après le départ des hommes, ce fut le calme plat. Personne ne s'aventurait dans cette campagne sinistre. Cette grande ville fantôme de Pripyat, ces villages horribles où l'armée avait été envoyée pour tout casser afin de dissuader tout désir de retour. Mais ce calme allait bientôt être troublé par les curieuses allées et venues de cette nouvelle population tout à fait étonnante que sont les scientifiques. Munis de ces âmes dûment tamponnées, ils étaient autorisés à franchir cette barrière toujours sévèrement gardée, porte d'entrée officielle de la zone interdite, puis d'aller partout dans ce no man's land gigantesque, en particulier dans des zones réputées très dangereuses, car délivrant des doses de radioactivité des milliers de fois supérieures à la normale. Je suis devenu zoologue. Et j'ai traversé toute la zone avec mon appareil photo et mes jumelles, à pied, en voiture et en bateau. Depuis plus de 20 ans et même plus que je connais cette région, elle m'est devenue très proche et je m'y suis attaché. L'impact de ces milliards d'atomes radioactifs, les radionucléides, sur l'environnement signifiait pour chaque organisme vivant, animal ou végétal, un combat qui allait se dérouler à l'échelle du microscopique, parfaitement invisible, et au niveau le plus intime des cellules, celui des molécules, entre autres les chromosomes. Il y a toujours eu de la radioactivité sur Terre, et celle-ci a toujours fait partie de l'environnement. La nature a donc dû faire avec et a développé des mécanismes de réparation pour corriger les conséquences de ces radiations. Mais lorsque l'accident de Tchernobyl est arrivé, la nature n'était pas du tout prête à affronter une aussi brutale augmentation de la radioactivité. Comment allait réagir la nature ? La contamination à un tel degré d'un aussi vaste écosystème était tout à fait inédite. Dans ce laboratoire à ciel ouvert, les scientifiques allaient mettre au jour des phénomènes tout à fait extraordinaires. Le plus surprenant est qu'ils ne semblaient pas avoir peur de braver la radioactivité. Cette zone se trouve à 2 km de la centrale nucléaire. Ici, la radioactivité est 1000 fois supérieure à la normale. Ah, il y a quelque chose.
C'est un mulot mâle. Il vit ici dans une zone très radioactive. Il est certainement très contaminé. Mais pourtant, il est dans un état étonnant. Il est très vif et très fort. Je le sens dans mes doigts. Il est prêt à se battre pour sa vie. Il se défend et il mord cette créature féroce qui l'attaque, l'homme. Plus de 2 décennies après la catastrophe, la nature semble de manière surprenante avoir repris tous ses droits à Tchernobyl. La zone interdite abrite de nombreuses espèces d'animaux sauvages, dont certaines totalement absentes avant l'accident. Plusieurs ours s'y sont installés. Il est très fréquent de voir des sangliers, des biches, des cerfs ou des chevreuils. Les oiseaux nichent même sur le sarcophage de béton qui recouvre le réacteur défunt à des niveaux de radioactivité 1 million de fois la normale. Mais surtout, comme la souris capturée par Sergueï Gachak, tous ces animaux semblent en parfaite santé. Ça fait déjà 2 jours qu'on les cherche. Comme il a plu ces derniers jours, c'est encore plus difficile. La zone interdite de Tchernobyl abrite en particulier une espèce de mammifère extrêmement rare, quasiment éteinte sur la planète tellement chassée par l'homme. Le cheval de Przewalski. Ils sont quelque part. Katerina Sliwinska appartient à l'Institut de zoologie de Kiev. Elle s'est spécialisée et passionnée pour ces animaux et les étudie depuis 1998. Известно, что в мире их насчитывается чуть больше 1000 голов. Il n'y a pas plus de 1000 de ces chevaux dans le monde. Из заповедника Аскания Нова, Ces chevaux viennent de la réserve Askania Nova, qui se trouve au sud de l'Ukraine. Là-bas, il y a environ une centaine de chevaux de Przewalski, mais la réserve devenait trop petite. C'est pour ça qu'on en a déplacé ici. Привезли, так сказать, избыточное поголовье. En automne 1998, 21 de ces chevaux ont été introduits dans la zone de Tchernobyl. Ce que ne souhaite pas dire Katerina, c'est qu'à l'époque, les responsables de la réserve Askania Nova ont envoyé à Tchernobyl les chevaux en moins bonne santé et les plus âgés, persuadés de les condamner à une mort certaine. Ils se sont habitués et ils se sentent très bien. Sacha, combien de chevaux y a-t-il à Tchernobyl maintenant? Aujourd'hui, 50 têtes à peu près, sans compter les jeunes de cette année. Je pense que c'est un paradis ici pour les chevaux. La zone interdite de Tchernobyl serait-elle devenue un paradis pour la faune? Et qu'en est-il de la végétation? Celle-ci est exubérante. Des arbres poussent à l'intérieur même des HLM de l'ex-ville nouvelle de Pripyat. Lentement mais sûrement, les vestiges de ce que fut la ville idéale soviétique sont engloutis par la forêt. Chaque village est devenu une véritable jungle. Comme pour les animaux, les radiations semblent n'avoir aucune conséquence sur la végétation. La nature se moquerait-elle des radiations? L'analyse des souris capturées par Sergueï Gachak est encore plus troublante. Ces petits rongeurs sont d'une aide précieuse car ils se laissent facilement capturer et surtout sont déjà parvenus à plus de 40 générations depuis l'accident alors que les hommes n'en sont qu'à la première. Ces animaux peuvent donc apporter de précieuses informations sur les effets à long terme des radiations. Il s'agit d'un jeune mulot sexuellement actif, il est en bonne santé, très énergique. Il n'a aucune altération visible qui pourrait être due aux radiations. Mais il doit être très radioactif car il vient de la forêt rouge. On va maintenant mesurer son niveau de radioactivité. Sergueï Gachak a réussi à installer dans son bus laboratoire un gammamètre. Cet appareil lui permet de mesurer avec précision la quantité de radioactivité émise par le corps des souris et donc de déterminer si celles-ci sont vraiment normales.
Ce pic est caractéristique. Cette souris est très radioactive en comparaison avec notre source témoin. Ça signifie qu'il y a une grande quantité de césium-137 dans le corps de cet animal. C'est logique, car les animaux mangent toutes sortes de plantes, d'insectes, de champignons dans la forêt. Ils absorbent donc de grandes quantités d'atomes radioactifs, les radionucléides. Ce qui est incroyable, c'est de voir que ces animaux parviennent malgré tout à vivre et à se reproduire. Et surtout, ils ont l'air normal et en parfaite santé. De toute façon, j'aurais été très étonné si on avait capturé un animal non contaminé. Comment est-il possible qu'un animal aussi radioactif ne montre aucune altération visible et puisse vivre dans un pareil environnement? Pour comprendre comment la nature a pu en arriver à cette situation paradoxale, il faut remonter à l'époque de l'accident et en particulier au moment de l'explosion du réacteur numéro 4 à 1h23 le 26 avril 1986. Comble de malchance, le réacteur venait juste d'être rechargé en combustible. Il contenait 200 tonnes d'oxyde d'uranium. Il y a une explosion, pas du tout une explosion nucléaire, une explosion thermique. La dalle de béton a été soulevée et tout le combustible a été dispersé dans l'environnement et ces particules sont retombées comme des boules de pétanque. Denise Tamoz et son équipe de l'Institut français de radioprotection et de sûreté nucléaire tentent de déterminer ce que deviennent ces particules radioactives dans le sol. Si tout s'était arrêté là, l'explosion, cet accident n'aurait pas été aussi catastrophique, car la radioactivité aurait été contenue dans la zone des 30 km, car toutes ces particules très lourdes seraient retombées autour du réacteur. Mais malheureusement, un incendie s'est déclaré et il a duré 10 jours. Au moment de l'incendie, dans le cœur du réacteur, la température est montée très haut. Et bon, il faut savoir que ce combustible, il contenait déjà tous les radioéléments, tous les produits de fission, produits d'activation qui sont générés dans une centrale nucléaire. Les plus lourds sont retombés assez rapidement à proximité de la centrale, mais les plus légers et les plus volatiles ont été dispersés assez loin. Un panache radioactif s'est ainsi formé et a entamé un voyage. Un très long voyage. Le célèbre nuage de Tchernobyl était né et se moquait des frontières dessinées par les hommes. Voici son parcours du 26 avril au 9 mai 1986, scientifiquement reconstitué d'après des milliers de données. En 10 jours, des milliards de particules radioactives sont parties dans l'environnement au gré des vents, soit 30 000 fois l'ensemble des rejets de toutes les centrales nucléaires du monde en une année. Aujourd'hui encore, 3% des radiations que nous subissons chaque jour proviennent du nuage de Tchernobyl. En plus, la météo est intervenue puisque le vent a changé, donc le panache de contamination a tourné. Et la pluie s'en est mêlée, donc les endroits où il pleuvait, les éléments sont retombés, donc d'où les taches de contamination. À d'autres endroits, il ne pleuvait pas de retombées, zone non contaminée. D'où cette dispersion de la radioactivité en taches de léopard et cette difficulté, du coup, à traiter cette zone, puisqu'elle est complètement disparate. Des milliers de mesures ont permis d'établir une carte de la contamination et de redessiner les contours de la zone interdite. Les rejets de l'explosion et les retombées des cendres montrent des variations très brutales du niveau de radioactivité, quasiment à l'emporte-pièce. Une nouvelle clôture a été mise en place, mais qui laisse malgré tout des régions fortement contaminées hors de cette zone, et dont certaines n'ont jamais été évacuées par la population. Voici un exemple caractéristique de l'irrégularité de la radioactivité. Nous sommes sur le bord des retombées du panache ouest. Et ici, on voit que sur la route, la radioactivité est relativement basse, seulement 4 microsieverts par heure. Mais plus on avance dans la forêt, où autrefois il y avait des pins et où aujourd'hui des bouleaux ont poussé, plus la radioactivité augmente.
Ça monte, ça monte, ça monte. Et ici, à seulement quelques mètres de la route, la radioactivité atteint 28 microsieverts par heure. 28 microsieverts par heure, soit 1000 fois la valeur normale de la radioactivité en Ukraine. Dans ce laboratoire gigantesque à ciel ouvert, et surtout extrêmement complexe, les théories scientifiques allaient être durement mises à l'épreuve de la réalité. Pour l'équipe de Denise Stamoz, la traque des radionucléides est un travail long et délicat. En installant des tubes à différentes profondeurs, les scientifiques prélèvent l'eau de pluie qui s'infiltre naturellement par gravité en traversant le sous-sol contaminé par les radionucléides. Dans le laboratoire installé sur place, l'eau est patiemment filtrée pour être débarrassée de la terre. Puis les centaines de petits flacons sont envoyés au laboratoire parisien de l'Institut, où le moindre atome radioactif sera détecté et comptabilisé. Les résultats sont pour le moins inattendus. D'après les études menées en laboratoire ou la littérature, on s'attendait à ce que le plutonium ne bouge pas du tout. Or, les premières mesures que l'on réalise depuis 2 ans montrent que le plutonium se déplace. Ces atomes de plutonium, issus de la fission nucléaire, sont extrêmement toxiques, même à doses très faibles. On sait maintenant qu'ils ne sont pas définitivement fixés dans la zone interdite, mais susceptibles, dans un avenir totalement inconnu, de la quitter, transportée par les rivières. Il faudra 240 000 ans pour que ces atomes ne soient plus radioactifs. Et c'est pour ça qu'on poursuit les prélèvements et qu'on affine encore l'analyse de nos solutions pour essayer de comprendre quel est le mécanisme à l'origine de cette mobilité de plutonium. À Tchernobyl, les scientifiques observent les conséquences d'un accident nucléaire en situation réelle, bien loin des études en laboratoire où tout est sous contrôle. Sous le soleil du printemps 1986, lorsque tous ces milliards d'atomes, plus radioactifs les uns que les autres, se sont abattus dans la nature, une immense bataille fut engagée. Les scientifiques l'appelèrent la phase aiguë. Les organismes vivants, végétaux ou animaux, qui par malchance furent recouverts par cette couche de cendres, durent affronter une radioactivité énorme, directement en contact avec leurs cellules. Ces organismes furent soumis au redoutable feu de la radioactivité. Les noyaux des atomes radioactifs sont très instables. Ils se désintègrent, entraînant l'expulsion de photons. Ces photons sont de l'énergie pure voyageant à la vitesse de la lumière. Ils traversent la matière. Ils sont des millions. Ce rayonnement est parfaitement invisible. C'est le rayonnement gamma. Ces photons, en entrant au contact de la matière, vont provoquer des collisions au hasard de leur trajectoire. Ils vont briser les molécules. Des morceaux de molécules, que les scientifiques appellent radicaux libres, vont partir à la dérive. Ces radicaux libres sont très toxiques et vont à leur tour aller détruire d'autres molécules. À très haute dose, ces milliers de cassures en cascade provoquent la destruction des cellules et donc des tissus. Les organismes vivants n'étaient pas préparés à ce type d'attaque à des doses aussi fortes. Dans les jours et mois qui suivirent la catastrophe, les cadavres d'animaux, d'insectes, de fleurs, d'herbes, d'arbres se comptaient par dizaines de millions dans la zone interdite. En milliards sans doute pour tous les micro-organismes et bactéries. Des milliers de pins, proches de la centrale, roussirent en quelques semaines, puis moururent. Les scientifiques donnèrent alors un nom à cette sinistre forêt, la forêt rouge.
Les stigmates de cette bataille sont encore visibles. La forêt rouge allait bientôt devenir un laboratoire des plus étonnants de la planète où énigmes et paradoxes allaient se succéder. Plus de 400 naissances anormales chez les animaux domestiques auraient été observées autour de la zone dans les mois et années qui suivirent la catastrophe. Mais du fait des retombées en taches de léopard, des zones quasiment indemnes en côtoyaient d'autres totalement vidées de leur faune, exterminées par la violence des doses de radioactivité. À la différence des bombes nucléaires qui sont des flashs et irradient de façon très courte, ici, les radionucléides tombés au hasard continuent de rayonner en toute discrétion tant qu'ils ne se sont pas tous désintégrés jusqu'à devenir des atomes stables. Les éléments radioactifs sont généralement caractérisés par leur période ou demi-vie. Cette demi-vie correspond au temps au bout duquel le radioélément a perdu la moitié de sa radioactivité. Ce qui veut dire qu'au bout de 10 périodes, l'élément est considéré comme non radioactif. Certains de ces éléments radioactifs ont des demi-vies très courtes, quelques secondes, quelques jours. Ce qui veut dire que maintenant, leur radioactivité est inexistante. Ils ne sont plus radiotoxiques. Mais d'autres éléments comme le plutonium, l'américium, l'uranium ont des demi-vies beaucoup plus longues, centaines de milliers d'années. Aujourd'hui, après plus de 2 décennies, moins de 3% d'atomes radioactifs subsistent dans la zone interdite de Tchernobyl. Mais ceux qui restent sont là pour très longtemps. Et leurs comportements dans la nature sont autant d'énigmes pour les scientifiques. La zone de Tchernobyl est entrée dans une nouvelle phase, celle que les scientifiques appellent phase de radioactivité chronique, mais de faible dose. Ces doses n'ont plus rien à voir avec celles des premières années après l'accident, mais sont malgré tout encore des milliers de fois supérieures à la normale. Saison après saison, année après année, entraînés par la décomposition naturelle de la végétation, les radionucléides résiduels allaient lentement s'enfoncer dans le sol et entrer en contact avec les racines des plantes. Les organismes vivants, qu'ils soient végétaux ou animaux, allaient absorber ces atomes radioactifs, soit par inhalation, soit en se nourrissant. Ils allaient devoir lutter contre un ennemi de l'intérieur, subir une irradiation interne et devenir eux-mêmes radioactifs. Toute la chaîne alimentaire de la zone interdite allait être atteinte. Boris Soroczynski est botaniste radioécologue. Il suit au plus près le combat que mène la végétation face à ces envahisseurs microscopiques. Il a consacré plus de 17 ans de sa vie à tenter de comprendre les subtilités des réactions des plantes face aux radionucléides. Aujourd'hui, la radioactivité émise dans la zone de Tchernobyl est due principalement à 2 radionucléides toujours présents, le césium-137 et le strontium-90, car ayant une demi-vie d'environ 30 ans chacun. Il faudra 10 demi-vies pour qu'ils aient disparu, soit autour de l'année 2286. Ces 2 radionucléides jouent les premiers rôles dans cette guerre au long cours et provoquent une redistribution étonnante et inattendue de la radioactivité. Aujourd'hui, on observe un phénomène très intéressant selon la composition chimique du sol et de sa végétation. Les radionucléides ont migré au fur et à mesure du temps jusqu'à 30 cm environ de profondeur dans le sous-sol et ont fini par rencontrer les racines des plantes. Les plantes ont alors commencé à absorber ces atomes radioactifs. Du coup, une partie de la radioactivité provient du sous-sol et une autre provient de la végétation. Les plantes souffrent maintenant d'une irradiation chronique due aux radionucléides incorporés dans leurs cellules.
Les effets de ces faibles doses restent très peu connus. Et regardez ce qu'on peut observer avec ce compteur Geiger. Posé directement sur le sol, le dosimètre affiche un petit niveau de radioactivité, 0,04 microsieverts par heure, à peine plus que la normale. Simplement parce que la plupart des radionucléides sont à 30 cm environ. Mais si je suis les tiges de ces hautes herbes, le niveau augmente. Ces tiges contiennent des radionucléides que le compteur Geiger détecte même en faible quantité, 0,08 microsieverts par heure. La valeur a doublé, d'où cette observation, la végétation est devenue plus radioactive que le sol. Comment se comporte la végétation face à cette contamination interne et donc aux radiations? Carl Magnus Larsson, de l'agence suédoise de radioprotection, connaît bien cette question pour avoir coordonné les recherches de plus de 30 laboratoires européens sur ces sujets. Les radiations provoquent des cassures des chromosomes. Cela peut se produire soit directement par le rayonnement, soit par l'apparition de radicaux libres qui vont à leur tour aller découper l'ADN. La nature a donc inventé des mécanismes de réparation des chromosomes. L'un des principaux systèmes de réparation est basé sur le fait que les chromosomes sont constitués de deux brins quasiment identiques, imbriqués en double hélice. L'un va servir de modèle à celui qui est endommagé. Une machinerie moléculaire est chargée de remplacer les éléments manquants en comparant les deux brins gène après gène. Dès qu'il manque un morceau de chromosome, elle le remplace. Mais ces réparations peuvent ne pas être parfaites. Des erreurs peuvent subsister, ce sont des mutations. La cellule peut alors soit mourir ou encore continuer à se multiplier, ce qui signifie alors que les mutations vont continuer à exister. Ce sont ces mutations qui sont à l'origine de l'apparition d'anomalités. Car ces gènes créés au hasard s'expriment de façon totalement aléatoire. Après plus de 2 décennies, est-il possible d'en observer? Boris Soroczynski part à leur recherche. Je suis très content d'avoir trouvé cette feuille de forme tout à fait anormale. La raison probable de cette anomalie est bien sûr la radioactivité interne subie par la plante à cause des radionucléides qu'elle a absorbés. On peut voir deux types d'anomalies pour cette feuille, celles qui sont liées à la forme et celles qui sont liées à la taille de la feuille. Je voudrais comparer deux feuilles de la même espèce qui poussent au même endroit, l'une à côté de l'autre. Regardez cette feuille gigantesque comparée à celle-ci, de taille normale. Voici un magnifique exemple d'anomalie. Cette branche porte à la fois des aiguilles minuscules et d'autres bien trop grandes. Ce pin est adulte, mais il ne montre aucune direction dans sa croissance. Car normalement, cet arbre pousse vers le haut, vers la lumière. Ce pauvre pin ne sait pas dans quelle direction se développer. Partout, des pousses se sont réveillées pour pallier ce problème. L'arbre a pris la forme d'une boule. Il y a une multitude de pins dans cette situation. Dans cette guerre au long cours de la végétation contre les radiations, s'il y a des perdants comme les pins, il y a aussi des gagnants, pourtant soumis aux mêmes doses de radioactivité. Nous sommes dans une forêt de bouleaux et le niveau de radioactivité est quasiment le même que tout à l'heure au milieu des pins. Or ici, même en observant minutieusement ces arbres, on ne trouve aucune anomalie morphologique contrairement à la forêt de pins. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Les plantes réagissent différemment aux radiations selon les espèces. Et le bouleau est bien plus résistant car son génome est très différent de ceux des résineux. Le bouleau est très particulier.
Son génome, soit l'ensemble de ses chromosomes, n'occupe que très peu de place dans le noyau des cellules. La probabilité pour que les chromosomes soient frappés par radiation est donc faible. En revanche, les conifères possèdent un génome énorme qui occupe beaucoup de place. Les chromosomes ont bien plus de chances d'être heurtés, donc cassés et découpés par les radiations. La différence de résistance des plantes a bouleversé l'écosystème. Le paysage s'est métamorphosé. Là où les pins sont morts, pas un n'a repoussé. Seuls les squelettes des arbres témoignent de la tragédie de 1986. Les bouleaux ont envahi la totalité de l'espace laissé libre. Cette forêt est la plus radioactive de la planète, plus de 10 000 fois la norme. Pourtant, les arbres sont totalement normaux. Tout cela permet de comprendre que les effets radiobiologiques sont absolument différents d'une plante à l'autre, même si les doses d'irradiation sont comparables. C'est la diversité de la nature. Ces différences de comportement face aux radionucléides existent-elles aussi chez d'autres plantes? Ce jardin est situé en plein centre de la ville de Tchernobyl, à 18 km de la centrale, et contaminé par la catastrophe. Voici la maison de Leonid Bogdan. Il y vit seul. Il est revenu s'installer à Tchernobyl après son divorce. Il est une exception ici, et en situation illégale, car les 2000 personnes employées dans la zone interdite pour sa gestion sont logés dans des dortoirs, nourris dans une cantine dont tous les aliments sont importés depuis des zones propres. Il est strictement interdit de cultiver la terre dans la zone d'exclusion. Et l'on comprend bien pourquoi. Mais alors, cet homme est-il fou? En fait, pas tant que ça. Leonid a un job très particulier dans la zone. Il est le directeur du laboratoire de mesure de radioactivité depuis 20 ans. Il sait donc ce qu'il fait. C'est le moment de manger les cerises. Sinon, les oiseaux et les abeilles vont s'en charger. D'ailleurs, il y en a déjà quelques-unes qui commencent à pourrir. On ne va pas les laisser aux oiseaux. L'année dernière, ils m'ont tout mangé, en 2 jours. Le cerisier est très particulier. Il absorbe bien sûr le césium et le strontium, mais il n'y en a que des traces infimes dans la chair du fruit. Par contre, il y en a beaucoup dans le noyau. On peut donc manger le fruit, mais surtout bien recracher le noyau. La vie de Leonid à Tchernobyl est calme. La vie dans cette ville, à l'atmosphère étrange, où l'on croise quelques personnes en treillis militaire, interdite aux enfants et aux femmes enceintes, est très particulière. C'est un privilège d'être employé dans la zone interdite, car le salaire y est double pour 15 jours de travail par mois seulement. Chaque matin, Leonid traverse le centre-ville pour rejoindre son laboratoire, installé dans une ancienne crèche. Des milliers de plantes de la zone ont été passées au crible ici. Et petit à petit, les scientifiques ont mis au jour les subtilités du comportement du césium-137 et du strontium-90. Ils ont découvert que ces 2 atomes radioactifs s'immisçaient dans les tissus vivants d'une façon tout à fait surprenante, en agissant à la façon de leur. Bonjour. Bonjour, qu'est-ce qu'on a comme test aujourd'hui? Des feuilles de bouleau. Ces échantillons viennent de la forêt rouge. Je n'ai plus qu'à peser, c'est prêt. À partir de quelques grammes de matière végétale, Leonid mesure les rayonnements émis par le césium et le strontium radioactifs contenus dans ces feuilles, chacun ayant des propriétés spécifiques de fréquence et de puissance. Le bouleau absorbe en grande quantité le césium et le strontium, pour une raison très simple.
Cet arbre a de grands besoins en potassium et calcium. Or, le strontium ressemble au calcium et le césium ressemble au potassium. Dans ces feuilles, le calcium est donc remplacé par le strontium et le potassium par le césium. Comme il y a d'énormes quantités de césium et strontium dans la forêt rouge, les bouleaux les absorbent en continu. Ce combat de la nature contre ses envahisseurs est largement truqué. Les organismes vivants n'ont aucun moyen de les distinguer du potassium et du calcium. Ils n'ont jamais eu la moindre occasion de les rencontrer depuis l'origine du monde. Et pour cause, ils sont une pure invention de l'homme moderne et de ses déchets. Toutes les plantes ont besoin de calcium et potassium, mais en quantité très variable. Chaque plante a des besoins très spécifiques. Ceci explique que les plantes absorbent de façon très différente le strontium et le césium. Je mange les produits alimentaires de mon jardin. Dès que j'ai commencé à travailler dans ce laboratoire, j'ai analysé un à un tous les produits de mon jardin. L'oseille, la pomme de terre, le chou, les radis, les oignons, les tomates et les concombres. Je suis parvenu à des conclusions très précises. Ce qui m'a amené à retirer de mon jardin certains fruits et légumes comme le raisin, l'oseille, le cassis. Léonide peut donc manger tranquillement les produits de son jardin, soigneusement vérifiés et sélectionnés. La situation est bien différente pour la faune sauvage de la zone interdite, qui ingère allègrement chaque jour des milliers d'atomes de césium et de strontium. S'il est des animaux exposés à la radioactivité, ce sont bien les souris qui vivent dans la forêt rouge. Vivant au ras du sol, elles subissent une forte radioactivité externe venant de la terre et de la végétation qui s'ajoute à la radioactivité interne due à leur régime et qui les transperce 24 heures sur 24. À partir de 1994, Robert Baker, de la Texas Tech University aux États-Unis, se passionne pour l'étude des souris de Tchernobyl. Aujourd'hui, son laboratoire dispose d'une collection de milliers d'échantillons animaliers provenant de la zone interdite, soigneusement conservés et qu'il met à disposition des scientifiques du monde entier. Dès 1994, il entame une longue collaboration scientifique avec Sergueï Gachak. La première mission semble évidente, vu l'environnement radioactif dans lequel les souris vivent tout au long de leur existence. Nous avons pensé que tout cela provoquait probablement des mutations. C'était donc logique de les rechercher. La plus grande angoisse chez les humains lorsqu'ils pensent à Tchernobyl, c'est celle d'avoir un cancer. Mais plus encore, c'est la peur d'avoir des enfants anormaux. D'où l'idée de chercher à savoir si le cancer peut survenir à cause de l'apparition de mutations. Tout cela nous a décidé à commencer par les chercher. La première tâche consiste à capturer un grand nombre de souris afin que les résultats soient statistiquement valables. Les souris présentent deux avantages énormes. Elles sont plus faciles à capturer que les grands mammifères et leur biologie est très proche de celle des humains. La suite de cette étude se déroule à Slavutich, dans le laboratoire de radioécologie de Sergueï Gachak, créé en 1999 dans le but d'étudier les effets des radiations sur l'environnement. Pour le séquençage de l'ADN, un petit morceau d'ongle de chaque souris suffit.
Ces prélèvements sont ensuite placés en étuve, juste le temps de les envoyer au Texas dans le laboratoire de Robert Becker. No. C'est ici, à la Texas Tech Université de Lubbock, que les gènes des chromosomes des souris de Tchernobyl vont être décryptés un à un. Nous avons été choqués parce que nous avons trouvé un taux très élevé de mutations chez les animaux venant des zones les plus contaminées. Nous étions confiants et certains d'avoir mené cette étude correctement. Alors, nous avons publié notre article dans la revue Nature. Article qui disait qu'en effet, Tchernobyl provoquait bien un déferlement de mutations. En avril 1996, les souris de Tchernobyl devenaient subitement célèbres. La publication de Robert Becker sur ces mutations faisait la couverture de Nature, la plus prestigieuse des revues scientifiques. C'est à ce moment-là qu'un événement va perturber le cours de la vie de l'équipe de scientifiques de la Texas Tech Université. Ils vont vivre l'un des pires moments de leur carrière. Quelques semaines après la parution, Robert Becker équipe son laboratoire d'une nouvelle machine à séquençage automatique de l'ADN et décide de refaire l'expérimentation. Le résultat tombe, tout est faux. Les super-souris de Tchernobyl ne sont pas des mutantes, elles sont normales. Mais alors pourquoi les précédents résultats étaient-ils faux ? Ces résultats avaient été obtenus par un séquençage manuel dont on sait qu'il présente une marge d'erreur élevée. Il existe bien un taux de mutation, mais beaucoup plus faible que celui que nous avions annoncé. Nous savions alors que ce que nous avions publié était faux et insuffisamment précis. Le résultat de faible taux de mutation rendu par le séquenceur automatique démontre que les souris appartiennent en fait à des espèces différentes, très proches génétiquement. L'équipe de Robert Becker avait pris pour des mutations artificielles de simples différences génétiques naturelles sans rapport avec les radiations. Robert Becker venait en fait de réaliser une simple étude de taxonomie, soit une identification des différentes espèces de souris vivant dans cette zone très radioactive. Nous n'avons jamais eu l'intention de faire preuve de malhonnêteté, car dans ce cas, nous aurions dissimulé cette erreur. C'est important pour une société de disposer d'une science honnête. J'y crois beaucoup et tous les membres de mon équipe également. Nous nous sommes tous mis d'accord pour nous rétracter. Nous avons essayé de montrer qu'il y avait un effet. Si nous l'avions trouvé, nous l'aurions publié. Nous n'y sommes pas opposés si c'est la vérité. Mais au jour d'aujourd'hui, on peut dire que non seulement les animaux vont bien, mais qu'également leur génome n'a pas subi de modification. Comment était-il possible que ces souris n'aient pas muté après plus de 40 générations dans un environnement aussi radioactif ? En continuant leurs recherches, l'équipe de Robert Becker mettait au jour l'explication de la présence dans la zone de Tchernobyl de nombreuses espèces de souris très proches génétiquement. Pendant la période d'énorme radioactivité, juste après l'accident, d'immenses zones ont été complètement vidées de leurs animaux, car tous exterminés, laissant des espaces libres sans le moindre animal vivant. Alors que l'environnement s'est stabilisé et que les radiations ont suffisamment baissé pour ne pas les tuer, de nouveaux animaux se sont réinstallés dans cet habitat, normal pour eux. Et s'il y a de plus en plus de naissances et que toutes les espèces parviennent à survivre, il devient logique pour ces animaux de se réapproprier à nouveau ces espaces, malgré le fait qu'ils accomplissent leur cycle de vie entier sous les radiations. Ils produisent du sperme et des ovocytes, des embryons. Ils se reproduisent. Tout est vécu sous le feu des radiations. Et force est de constater que tout cela se passe bien. Des espèces de souris, très proches génétiquement de celles exterminées lors de l'accident et vivant aux alentours, sont venues coloniser les espaces vidés de leur faune après l'accident.
et se sont mélangés et répartis dans la zone de Tchernobyl. Ce sont donc des différences génétiques naturelles que l'équipe de Robert Becker avait prises pour des mutations dues aux radiations. Cette situation s'est peut-être répétée pour beaucoup d'autres espèces animales de la zone de Tchernobyl. Il est possible que des animaux venus d'ailleurs et indemnes de forte exposition radioactive aient repeuplé petit à petit les zones laissées libres, apportant avec eux leurs variations génétiques naturelles. La zone interdite de Tchernobyl était devenue un immense piège pour scientifiques. Car ici, la tentation est grande d'attribuer aux radiations la responsabilité de tout ce qui ne semble pas normal. Le challenge est de taille pour les scientifiques. Démêler le vrai du faux, isoler les causes et leur attribuer les effets. Mais comment prouver que ce qui paraît être une anomalie est bien un effet de la radioactivité? Pour ajouter à la difficulté, les chercheurs se trouvèrent confrontés à un obstacle majeur: l'imbrication inouïe de phénomènes relevant de spécialités scientifiques très diverses. Cet arbre à 5 troncs est-il normal? Ces fleurs sont-elles normales? Cet animal est-il normal? Par contre, un fait est certain. Comme pour les plantes, les organismes des animaux sont leurrés par le césium et le strontium radioactifs qui ressemblent au potassium et au calcium. Le césium se fixe en particulier dans les muscles et les glandes, et le strontium se fixe dans les os à la place du calcium. Lorsque l'on parvient à trouver des effets de la radioactivité sur les animaux dans la zone de Tchernobyl, il faut rester très prudent dans ces interprétations. Car ces effets peuvent être provoqués par bien autre chose que les radiations. Par d'autres facteurs naturels, comme par exemple des anomalies de la biologie des animaux qui y habitent, liées à une carence en nutriments. Cela peut être encore le résultat d'une modification du climat tout à fait classique, comme une sécheresse ou au contraire une grande humidité. Cela peut être une augmentation des parasites, etc., etc. Voilà les restes d'un cerf. Son squelette est plein de strontium. Il y en a beaucoup plus dans ce squelette que dans le sol, car il se stocke dans les os. Bien sûr, le strontium provoque des problèmes de santé aux animaux qui vivent ici, mais le squelette semble parfaitement normal. La cause de la mort n'est pas du tout le strontium. Il a été tout simplement dévoré par des loups. Mais comment savoir si cet animal n'a pas été dévoré justement parce qu'il était affaibli par une longue contamination au césium et au strontium? Comment évaluer l'état de santé de toute cette faune soumise à la radioactivité? Les souris bougent peu au cours de leur existence et sont faciles à étudier. Mais comment faire avec les grands mammifères qui parcourent de grandes distances? Ils sont là, c'est une certitude, en nombre inconnu puisqu'ils ne sont pas comptés faute de moyens financiers et semblent en bonne santé. Mais comme dans toute zone sauvage de la planète, les plus faibles ne sont pas visibles car ils sont dévorés par leurs prédateurs. Il existe des données scientifiques très intéressantes sur un seul grand mammifère, le plus emblématique de la zone de Tchernobyl, le cheval de Przewalski.
Nous avons étudié le mécanisme d'accumulation des radionucléides dans l'organisme des chevaux de Przewalski. Et nous avons comparé avec des chevaux domestiqués se nourrissant dans la même zone. Eh bien, nous avons découvert que le coefficient appelé coefficient d'accumulation était, chez les chevaux de Przewalski, en comparaison avec les chevaux domestiques, 3 fois moins élevé. Il y a peut-être une explication liée au type d'alimentation et à un métabolisme particulier. Chez ces chevaux, la digestion de l'herbe n'est pas complète, car le transit dans l'intestin est très rapide. Les radionucléides n'ont pas le temps de traverser la barrière intestinale. En sélectionnant les races des chevaux depuis des millénaires, les hommes leur ont fait perdre petit à petit cette caractéristique. Les chevaux de Przewalski ne se sont jamais laissés domestiquer. Ils restent préhistoriques et robustes. Il faudrait maintenant que nous puissions lancer des études de déchiffrement du génome du cheval de Przewalski. Car nous savons que ce cheval sauvage possède 66 chromosomes, alors que le cheval domestique n'en a que 64. Le séquençage de cette paire supplémentaire pourrait bien révéler l'existence de gènes de réparation chromosomique et de résistance bien meilleure aux radiations. Si les effets de la radioactivité sur les grands mammifères demeurent autant de mystères en attente, 2 scientifiques se passionnent pour les oiseaux de Tchernobyl depuis 18 ans et ont accumulé des milliers de données. Les oiseaux résistent-ils au césium et au strontium comme les souris? Et tout d'abord, y en a-t-il plus qu'avant l'accident? C'est justement dans le but de répondre clairement à cette question que nous sommes venus ici pour compter les oiseaux. Et d'ailleurs, nous avons également compté les insectes, les mammifères, et nous n'avons découvert strictement aucun élément qui permettrait de proclamer que cette zone serait devenue un paradis pour la faune sauvage. En fait, nous avons découvert exactement l'inverse. Depuis 1991, Anders Moller, chercheur au CNRS à Paris, et Tim Mousseau, de l'Université de Caroline du Sud aux États-Unis, comptent chaque année les oiseaux de Tchernobyl selon des règles ornithologiques strictes. Ils ont cherché en particulier à savoir s'il y avait des différences entre les zones très contaminées comme la forêt rouge et celles très peu contaminées. Des différences qui pourraient établir un lien direct entre la présence ou non d'oiseaux et le niveau de radioactivité. Nous avons découvert une énorme diminution à la fois dans le nombre d'individus et le nombre d'espèces différentes dans les zones les plus contaminées. Nous avons retrouvé ce type de situation partout où nous sommes allés. Dans leur zone d'étude, Anders et Tim ont recensé 1570 individus répartis sur 50 espèces. Mais la richesse des espèces était diminuée de moitié dans les zones très contaminées et le nombre d'oiseaux par espèce des 2/3. La situation des oiseaux semble donc très différente de celle des rongeurs. Les travaux de Robert Becker et Sergueï Gachak montrent qu'au contraire, il y a davantage d'espèces dans les endroits les plus contaminés, du fait du repeuplement par les régions alentours. Et ils pullulent. Notre équipe a quadrillé la région secteur par secteur et étudié combien d'animaux vivaient ici, si leur population était stable ou non, ou s'ils disparaissaient plus ou moins vite. Eh bien, il apparaît clairement que leur espérance de vie à l'intérieur de la zone n'est pas différente de ce que nous avons pu observer à l'extérieur de la zone. Même dans la forêt rouge, la végétation est épaisse et l'habitat est devenu sain. Nous pouvons dire qu'il y a plus d'animaux à l'intérieur de la zone que dans des endroits à l'habitat comparable à l'extérieur des 30 km de la zone interdite. Si les nombreux rongeurs de la zone interdite ne montrent pas d'anormalité visible et que leur espérance de vie est normale, en est-il de même chez les oiseaux?
c'est dans les ruines des anciens kolkhozes de Tchernobyl, symbole de l'agriculture soviétique, qu'Anders Moller et Tim Mousseau allaient réaliser leur plus importante découverte sur les effets des faibles doses de radioactivité, et cela malgré une faible contamination de cet endroit. Du jamais vu pour ces chercheurs, qui ont pourtant capturé et étudié plus de 15 000 hirondelles à travers le monde. Le nombre d'anormalités est tout à fait étonnant. En ce qui concerne les hirondelles que nous étudions, nous avons observé des tumeurs sur les pattes, des tumeurs au niveau du cou, au niveau des yeux. Ah, ici quelque chose d'étrange. Aujourd'hui même, nous avons découvert un œuf anormal, plus petit d'au moins 25% de la taille normale. Ceci n'avait jamais été observé. Et si l'on additionne les anormalités que nous avons recensées ces dernières années, on arrive à un total de 14 ou 15, dont 10 n'avaient jamais été observés nulle part ailleurs dans le monde. L'un des signes les plus évidents des effets des radiations dans cette zone, c'est la présence de petites taches blanches sur les plumes qui démontrent un manque de coloration. Il s'agit d'albinisme partiel. C'est un phénomène tout à fait rare dans la nature. Les seuls endroits où l'on peut observer l'albinisme partiel, c'est dans les grandes villes comme Paris ou Moscou. Et c'est lié au niveau plus ou moins élevé de la pollution. Ici, nous avons observé plusieurs sortes d'anomalies morphologiques sur les plumes. L'une d'elles est une asymétrie entre la longueur des plumes des ailes. Bien entendu, pour des oiseaux qui passent beaucoup de temps à voler, c'est un réel handicap que d'avoir des ailes ou les plumes de la queue de taille différente. Cela diminue l'aérodynamisme. Anders Moller et Tim Mousseau ont démontré un vieillissement précoce des hirondelles et une survie d'une année sur l'autre de seulement 30%, alors que la durée de vie normale est de 14 mois. Mais le plus grave, ils l'ont découvert dans les prélèvements de sperme. J'ai observé jusqu'à plus de 50% de spermatozoïdes présentant des morphologies anormales. Ceci est clairement négatif pour les oiseaux, car ce genre de sperme n'est généralement pas fertile. La plupart des oiseaux que nous avons vus s'installer dans la zone, et en particulier les hirondelles, ont en fait immigré ici, et n'y sont donc pas nés. Cela, combiné au taux de survie dramatiquement faible dans beaucoup d'endroits, nous a conduit à penser que, peut-être, cette population d'oiseaux était maintenue uniquement par l'arrivée permanente de nouveaux individus. Les hirondelles décimées par les radiations laisseraient ainsi la place libre à de nouveaux arrivants qui, à leur tour, viendraient y mourir. Tchernobyl, devenu malgré les hommes l'un des plus grands sanctuaires d'animaux d'Europe, serait-il en réalité un piège, un immense puits de biodiversité dans lequel viendraient mourir les oiseaux venus d'ailleurs? Mais alors, comment est-il vraiment possible que les souris pullulent à ce point et ne montrent aucune anomalie visible? Nous avons capturé des milliers de souris. Nous n'en avons pas vu une seule qui présentait la moindre anomalie de croissance ou de nécrose. Nous n'avons jamais détecté un seul cancer. Si aucune pathologie n'est apparente chez les souris, qu'en est-il de leurs organes internes? Sont-ils indemnes? Les études en laboratoire allaient révéler les formidables stratégies de défense de ces petits animaux face aux radiations.
Les radiations constituent, bien entendu, un facteur très agressif et très négatif. Et d'ailleurs, c'est simple à mettre en évidence. Lorsqu'on examine au microscope des préparations de cellules de différentes glandes ou de tissus en division et qu'on les compare aux mêmes cellules de tissus provenant d'organismes vivant dans des zones de contrôle, donc non contaminées, on peut voir de façon très évidente différentes anomalies du développement des cellules. Voici par exemple la section de la glande surrénale d'un campagnol qui provient d'une zone témoin, très peu contaminée. La structure du tissu est complètement normale, on voit toutes les couches habituelles. Mais voici à quoi ressemble la même glande surrénale d'un individu vivant dans les conditions de radiation de la forêt rouge. Les anomalies, les aberrations, les pathologies sont évidentes. On observe la même chose dans d'autres tissus comme la thyroïde. Il n'y a aucun doute, bien sûr, que les organismes de ces animaux qui habitent dans des conditions de radioactivité importantes subissent un stress et que tout leur système biologique qui compense ces dommages sont sollicités au maximum. Mais force est de constater que chaque organisme possède suffisamment de mécanismes de défense qui compensent ces défauts et permettent la survie de l'organisme dans ces conditions. Mais alors, pourquoi les organismes des hirondelles ne se défendent-ils pas de la même façon? En 2007, Anders Moller et Tim Mousseau, après des centaines de prélèvements et d'analyses, découvraient enfin la probable raison de cette déficience. Une raison qui pourrait être liée au fait que les hirondelles ne sont pas résidentes à l'année. En effet, pendant leur énorme effort de migration depuis l'Afrique, les hirondelles consomment une grande partie de leur stock d'antioxydants. Or, ces molécules ont un rôle très important dans la lutte contre les radiations. Lorsque les rayonnements découpent les molécules et génèrent ainsi des radicaux libres très toxiques, les antioxydants les détruisent. Dans les endroits les plus contaminés, la quantité d'antioxydants chez les hirondelles est dramatiquement plus basse que dans ceux moins contaminés. Ce qui nous conduit à penser que, peut-être, ces molécules ont été utilisées pour lutter contre les radiations ionisantes, bien connues pour générer des radicaux libres qui endommagent l'ADN et causent des mutations. Pour nous, cette découverte qui établit un lien de cause à effet entre les radiations et le taux d'antioxydants est passionnante. En arrivant à Tchernobyl, dans des zones très contaminées, la quantité d'antioxydants qu'il leur reste est rapidement consommée pour lutter contre l'avalanche de radicaux libres. Dès que le stock est épuisé, les radicaux libres vont alors détruire les tissus vivants. Les effets ne tardent pas à être visibles et délétères. Quel est donc le mécanisme qui permet aux souris de ne montrer aucun signe similaire? C'est seulement en 2008, soit après 14 années de recherches intenses, qu'une nouvelle étape dans la compréhension de l'extraordinaire résistance des souris allait être franchie. L'équipe de Robert Becker lançait une nouvelle expérience menée par Brenda Rogers et mettait au jour la stratégie de défense totalement inattendue des souris. Au tout début de nos expériences dans la zone d'exclusion, nous nous attendions à observer des mutations, comme des difformités. Nous n'avons définitivement rien vu de cela. Nous étions face à un mystère. Ici, les organismes vivants ne semblent subir aucune conséquence des radiations. Nous avons alors commencé à chercher ce qui pouvait expliquer cela. Et surtout, ce qui permet à la vie sauvage de proliférer. Nous nous sommes demandé si l'exposition aux radiations ne pourrait provoquer une adaptation bénéfique aux organismes.
L'équipe de Brenda Rogers installe pendant 45 jours dans la forêt rouge des souris blanches de laboratoire, donc totalement inhabituées aux radiations. Un autre groupe sera installé dans une zone non contaminée pour pouvoir comparer. Chaque jour, les souris recevront une dose de rayons gamma d'environ 1000 fois la normale. Ce qui est considéré malgré tout par les scientifiques comme une faible dose. Fin de la première partie de l'expérience. Après 45 jours, les souris sont rapatriées à Slavutic. Brenda Rogers irradie alors les souris des deux groupes de façon très violente. Elle leur administre 1,5 Gray, soit une dose qui provoque d'innombrables cassures de molécules et en particulier de chromosomes. Mais cette fois en quelques fractions de secondes. Les souris ayant d'abord reçu la faible dose dans la forêt rouge, vont-elles mieux résister à cette violente irradiation ? Nous voulions voir si l'exposition préalable à une faible dose permettrait d'observer moins de cassures d'ADN que chez les organismes ne l'ayant pas reçu. Et nous savons qu'1,5 Gray est une dose suffisante pour provoquer des cassures d'ADN. Brenda Rogers laisse passer 24 heures. C'est justement pendant ces 24 heures que tout va se jouer. L'organisme des souris bataille dur contre toutes les nombreuses cassures de molécules provoquées par les radiations. Le résultat fut très intéressant, car chez les animaux qui n'avaient pas reçu la faible dose, nous avons observé les cassures de chromosomes que nous attendions. En revanche, chez les animaux qui avaient reçu la faible dose avant la forte dose d'1,5 Gray, nous avons découvert une bien plus faible quantité de cassures d'ADN. Cela conduit alors à une question. Est-ce bénéfique pour l'organisme? Sommes-nous face à un effet hormésis? L'effet hormésis, c'est un effet positif et donc bénéfique des faibles doses. Brenda Rogers tente alors de déterminer si la faible dose reçue dans la forêt rouge n'aurait pas stimulé certains gènes qui participent à la défense contre les radiations. Nous n'avons tout d'abord pas constaté une augmentation de l'activité des gènes de réparation de l'ADN, comme nous nous y attendions. Mais à la place, nous avons découvert une modification dans la régulation des gènes responsables de l'élimination des radicaux libres. Les radicaux libres, issus de molécules découpées par les violentes radiations gamma, sont éliminés de façon bien plus efficace. Surtout, ils disparaissent rapidement, avant qu'ils n'aient eu le temps d'aller détruire les chromosomes. Nous avons également observé une stimulation des gènes, dont le rôle consiste à programmer la mort des cellules. Peut-être donc que ces organismes possèdent un mécanisme plus efficace pour se débarrasser des cellules trop endommagées que celui des souris qui n'ont pas été exposées en amont. Les derniers travaux de Brenda Rogers vont encore beaucoup plus loin. Ils montrent que les faibles doses pourraient aussi protéger les souris contre d'autres agressions que les radiations. Il semble qu'il s'agisse d'une réponse acquise. Les animaux qui vivent dans la zone de Tchernobyl, soumis en permanence à de faibles doses de radiation, possèdent un système immunitaire qui réagit très rapidement à d'autres agressions, en particulier à des poisons chimiques. Ces poisons chimiques, ce sont notamment les médicaments de chimiothérapie anticancéreuse. Le rêve de Brenda Rogers, c'est qu'un jour prochain, ces découvertes soient utiles aux hommes. On peut imaginer qu'un jour, les effets secondaires très négatifs de la chimiothérapie et de la radiothérapie seront peut-être diminués grâce à une irradiation faible et longue comme celle des souris de Tchernobyl. Ces mécanismes inouïs mis au jour chez les souris existent-ils chez d'autres animaux, ce qui expliquerait leur insolente bonne santé? Ou au contraire, d'autres espèces sont-elles fragilisées comme les hirondelles?
et disparaissent-elles discrètement du paysage? Si beaucoup de questions restent sans réponse à Tchernobyl, l'étude des effets des radiations sur l'écosystème est encore compliquée par un facteur qui s'avère fondamental: le départ de l'homme en 1986 et tout ce qu'il a laissé sur place en s'enfuyant. Ah, il y a un nid installé ici, il y a des oisillons. Il y a 4 petits. Ces oiseaux ont profité de l'abri offert par cette moissonneuse abandonnée. Mais les choses ne sont pas toujours aussi simples. Les mêmes moissonneuses peuvent aussi constituer de redoutables pièges pour les oiseaux. Regardez ici, une mésange morte. Si l'on parle de l'ensemble de la zone interdite de Tchernobyl, il ne faut pas oublier qu'il existe d'autres facteurs très simples et tout à fait banals, mais qui représentent aussi beaucoup de risques pour les animaux. Ce sont par exemple d'énormes quantités d'ordures, d'objets en métal ou en verre, des puits abandonnés, des bouches d'égout béantes, des bâtiments à moitié détruits où l'on peut se blesser, hommes ou animaux. L'un des paradoxes de la zone de Tchernobyl, c'est que les acteurs qui jouent les rôles principaux pourraient ne pas être forcément ceux que l'on attendait. Ils sont tout autres que la radioactivité. Ils sont discrets et indécelables pour qui ne sait pas décrypter les images de la nature. Sergueï Gachak est l'un des très rares scientifiques qui s'attachent à les étudier. Ce genre de situation était très rare avant l'accident, tout simplement parce que les forestiers ne conservaient que les arbres sains dans les forêts industrielles. Ils éliminaient donc tous les arbres malades, vieux ou morts, qui pouvaient devenir une source de maladies, de toutes sortes d'infections, de mycoses et de maladies parasitaires pour les arbres voisins. Mais il ne faut pas oublier que les arbres malades ou morts sont des éléments normaux d'un écosystème forestier, de la même façon que les arbres sains. Et ils constituent de plus à la fois des lieux de vie et des ressources alimentaires pour toute une faune spécifique. Depuis l'accident, il y a beaucoup d'arbres malades ou morts, ce qui explique que la biodiversité dans la forêt a énormément augmenté. Par exemple, cela a favorisé l'apparition de chauves-souris, de bien des espèces d'insectes, puis d'oiseaux, de mammifères qui habitent dans les vieux arbres, dans les creux des troncs. Tout cela permet de comprendre à quel point la présence d'arbres malades ou morts dans les écosystèmes de la zone de Tchernobyl joue un rôle primordial dans leur évolution. Dans ce cas de figure, et de façon tout à fait naturelle, à l'endroit où un très grand arbre est tombé, la lumière peut enfin descendre jusqu'au sol. Cela offre ainsi des opportunités à de nouvelles espèces de plantes et d'arbres d'exister. Le cycle de la vie continue. Avant l'accident, les forestiers répandaient d'énormes quantités de produits chimiques dans ces forêts plantées au cordeau sur une décision de Khrouchtchev dans les années 40. De la même façon, les immenses champs dédiés aux cultures de céréales recevaient des engrais, des pesticides, des fongicides. La totalité de cette zone était soumise à une forte pollution chimique qui s'est brutalement arrêtée en mai 1986. Le départ de l'homme et donc l'absence de son activité ont eu des incidences très positives.
Les animaux et les plantes, toutes ces terres et grands espaces ont recommencé à se développer indépendamment de l'homme, d'après leurs propres lois naturelles, et en fin de compte, ils sont devenus plus riches, avec une plus grande biodiversité qu'à l'époque où l'homme était installé ici. Des ours, des loups, des castors, des cygnes à bec jaune sont réapparus dans la zone interdite. Depuis plusieurs années, Sergueï Gachak étudie ses nouveaux résidents, en particulier les chauves-souris. Il a montré que la zone interdite de Tchernobyl était devenue un nouveau territoire pour les chauves-souris, dont certaines espèces très rares et strictement jamais observées dans toute l'Ukraine. Voilà, ce premier animal capturé, c'est un Plecotus auritus, une espèce européenne présente en Ukraine également. Il est très intéressant de comprendre comment ces animaux vivent sur ce territoire, où de très nombreuses possibilités d'habitat sont apparues. Les maisons abandonnées, une énorme quantité de vieux arbres et bien d'autres encore. Plus personne ne les empêche de vivre et de se reproduire ici. Comme c'est le cas pour cet animal, on peut constater facilement qu'ici, dans le territoire de la zone de Tchernobyl, en plein centre de la ville de Pripyat, ces animaux sont en très bonne santé, ils sont très vifs. Regardez ces ailes magnifiques et ces oreilles incroyables. Ces chauves-souris se nourrissent bien sûr d'insectes contaminés au césium et au strontium. Et comme leurs cousines souris, elles affichent des taux de radioactivité inouïs défiant toute logique, mais ne montrent pourtant aucun signe d'altération. La multitude des nouveaux arrivants dans la zone interdite a une conséquence très naturelle. L'augmentation de la population des prédateurs, et en particulier celle des grands carnivores. Parmi les grands carnivores, il y en a un dont la population a augmenté. C'est le loup. Cet accroissement du nombre d'individus a commencé dès les premières années après l'accident. Le loup est un animal extrêmement intelligent, capable de s'adapter aux changements de l'environnement. Mais il est difficile de dire précisément combien de loups il y a dans la zone de Tchernobyl. Personne ne les a comptés. Il existe d'autres signes qui confirment la recolonisation de la zone interdite depuis le départ de l'homme par une faune variée mais très discrète. En hiver, les traces que les animaux ne peuvent éviter de laisser sont autant d'informations précieuses pour les scientifiques. Depuis des années, lors de chacune de ses missions, Sergueï Gachak recueille toutes ses observations sur la faune sauvage. Il a ainsi constitué une base de données sur les espèces, leur distribution, leur mode de vie. Ce travail solitaire de fourmi lui permet d'avoir une estimation de la situation animalière de la zone interdite. On peut dire maintenant que la quantité de carnivores et d'herbivores dans la zone de Tchernobyl a atteint un équilibre naturel. Et cette quantité est parfaitement équilibrée avec la végétation, elle-même ressource des herbivores. La triade végétation-herbivore-carnivore a atteint un équilibre propre à cette région. И хищники находятся в равновесии, свойственном природе этого региона.
N'est-ce pas étonnant? Nous sommes ici en plein centre de la ville de Pripyat, et malgré cela, il y a des traces d'animaux sauvages partout. Sangliers, élans, biches, beaucoup de traces de renards, de loups. Et pourtant, juste derrière moi, il y a l'ancien palais de la culture, un restaurant, à côté un collège. Ce qui est très surprenant, c'est que la situation écologique en pleine ville est devenue strictement la même qu'en dehors de la ville, que ce soit dans les forêts ou dans les champs. Le cruel manque d'argent en Ukraine a aussi des conséquences sur l'évolution de la faune sauvage. La clôture de la zone interdite est complètement laissée à l'abandon depuis bien longtemps, ce qui lui attribue un rôle très particulier et imprévu. Voici une partie de la clôture de la zone de Tchernobyl. Il est bien évident qu'elle ne constitue pas un obstacle pour les animaux qui peuvent entrer et sortir comme ils veulent. Ces dernières années, la zone de Tchernobyl est devenue une véritable nurserie d'animaux sauvages pour toutes les régions aux alentours. Il vaut mieux pour eux rester à l'intérieur. Ils ne ressentent de toute façon pas les radiations et ici, il y a beaucoup de nourriture et une profusion d'abris. Ces dernières 20 années, s'est recréé dans la zone de Tchernobyl un complexe écologique tout à fait équivalent à celui qui existait il y a des centaines d'années. Dans cette zone immense de Tchernobyl, la nature semble avoir repris ses droits, sur les lieux même d'une tragédie qui a bouleversé le destin de centaines de milliers d'êtres humains. Mais si l'adaptation de la nature s'est vraiment faite, c'est au prix de lourdes pertes, en particulier lors des premières années qui ont suivi la catastrophe. Des sacrifices qui seraient inacceptables pour l'espèce humaine. Et qu'en est-il sur le long terme? Ce fut une immense tragédie pour les hommes. Maintenant, les scientifiques disposent ici d'un trésor qui permet d'étudier les effets des radiations. Là où nous en sommes, nous ne connaissons qu'une toute petite partie de l'histoire, un tout petit pourcentage. Certes, nous avons beaucoup appris, mais nous devons maintenant comprendre pourquoi nous voyons ce que nous voyons. Qu'est-ce qui permet à ces animaux de vivre dans cet environnement avec, semble-t-il, bien peu de conséquences? Je suis profondément surpris que l'Agence internationale de l'énergie atomique n'ait strictement rien fait pour implanter ici des laboratoires de recherche pour étudier les effets négatifs des accidents nucléaires. Aujourd'hui, de grands projets de construction de nouvelles centrales nucléaires sont lancés. Nous devons donc absolument bien connaître ce que peuvent en être les pires conséquences. Le seul endroit où nous pouvons le faire, c'est ici. Le dernier des paradoxes de Tchernobyl n'est pas le moindre. La zone interdite est très menacée. D'abord par la situation politique très incertaine de l'Ukraine et le manque d'argent, mais aussi par de nouveaux projets de réouverture de certaines parties dans un but économique, dont le traitement et l'enfouissement de déchets nucléaires venant d'ailleurs. J'aimerais beaucoup qu'une réserve soit créée ici. Bien sûr, dans l'idéal, au degré le plus élevé de la protection de la nature. Et qu'il existe ici des équipes de recherche, une base scientifique, une bonne sécurité, des mesures de protection de la nature. C'est mon rêve. Je peux seulement exprimer mon espoir
Comme Dostoïevski le disait, la beauté sauvera le monde. J'espère que la beauté de cette région la protégera.